Bonjour à tous. Bonjour et merci à tous d'être présents pour ce live sur l'algorithme La Bonne Alternance. Je commencerai ce live par présenter le contexte dans lequel le service La Bonne Alternance a été construit et dans lequel il évolue aujourd'hui. Puis Alexis, qui est l'expert scientifique en charge de l'amélioration de l'algorithme, prendra la main pour vous détailler ses récents travaux. Et avant de commencer, je vous inviterai aussi, si vous le souhaitez, à vous présenter en commentaire de ce live pour nous permettre d'avoir une meilleure connaissance des personnes qui se trouvent dans l'auditoire. Voilà. Alors, donc moi, je suis Marion Guillet, responsable produit sur le service La Bonne Alternance. Et donc, ce qu'il faut savoir sur le service La Bonne Alternance, c'est que c'est un service qui a été créé historiquement en 2018 au sein de l'incubateur de start-up de Pôle emploi. À cette époque, l'objectif du service était de mettre en lumière le marché caché de l'emploi grâce à la mise en visibilité d'entreprises auprès desquelles adresser des candidatures spontanées pour les personnes qui étaient intéressées par ce type de contrat. Et donc, les entreprises qui étaient mises en visibilité sur le site étaient identifiées par un algorithme prédictif qui analysait les recrutements passés pour prédire ceux à venir. Et depuis 2020, le service La Bonne Alternance a été repris par la mission interministérielle pour l'apprentissage, qui le porte toujours et dont Alexis et moi faisons partie aujourd'hui. Et en guise d'introduction, je vais donc vous présenter rapidement l'essence de cette mission qui a été créée fin 2019 avec l'objectif de faciliter les entrées en apprentissage. Donc c'est un sujet qui est assez vaste et le service La Bonne Alternance n'est qu'un des produits sur lesquels cette mission interministérielle travaille. Donc la mission interministérielle pour l'apprentissage est membre de la communauté Betagouv. Donc Betagouv, c'est l'incubateur des services publics numériques. Tous les produits qui y sont développés, y compris ceux de la mission, s'inscrivent dans une approche qu'on appelle Startup d'État. Et dans cette approche, les besoins des utilisatrices et des utilisateurs sont vraiment au cœur des considérations. Et on cherche donc constamment à mesurer l'impact des travaux qu'on réalise sur la finalité qu'on vise. Donc là, en l'occurrence, la finalité de la mission, qui est de faciliter les entrées en apprentissage. Concrètement, chaque nouveau service qui va être développé par la mission interministérielle pour l'apprentissage, comme c'est le cas de La Bonne Alternance, suit d'abord une phase d'investigation. On va chercher à bien cerner le problème à résoudre, comprendre les besoins des personnes qui sont concernées par ce problème et déterminer des hypothèses de solutions susceptibles d'avoir le meilleur impact au regard du problème observé. Puis, on arrive sur une phase donc là, de construction pour tester en conditions réelles une ou plusieurs des hypothèses de solutions qu'on a identifiées dans la phase précédente sur un périmètre réduit pour se confronter le plus rapidement aux utilisateurs et recueillir des retours sur une première solution qui sera peu coûteuse et qui sera ensuite soit abandonnée si l'impact n'est pas au rendez-vous, soit améliorée en continu si l'impact est prouvé. Et dans ce cas, on passe à la phase suivante, la phase d'accélération. On améliore continuellement le service, ce qui est le cas donc notamment de l'algorithme qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais même de l'intégralité du service La Bonne Alternance. Et voilà, on va chercher à le déployer aussi sur un périmètre plus large, avec l'objectif toujours de maximiser l'impact. Et enfin, puisque Betagouv et donc la mission, on travaille dans ce qu'on appelle un incubateur. Donc, ce sont des entités qui ont vocation à faire grandir des services, mais pas de les pérenniser. L'objectif, c'est ensuite de les pérenniser dans des structures administratives préexistantes. Et donc, on a cette phase finale de transfert où on va venir consolider le service avec l'administration repreneuse pour s'assurer que le service sera maintenu dans on va dire, dans un environnement propice à une approche centrée sur les utilisateurs et l'impact dans la durée. Et tous les 6 mois, sur l'ensemble des produits de la mission interministérielle pour l'apprentissage, on fait des comités produits où on convie les différents acteurs impliqués dans le service
Et dans le cadre de ce comité, on détermine, en fonction des résultats du service, si on continue ou on l'arrête. Voilà. Et si je zoome encore un petit peu plus sur la bonne alternance maintenant, j'évoquais le fait que le service a été créé en 2018 par Pôle emploi, dans l'optique de rendre visible le marché caché de l'emploi. Et en 2020, le service La Bonne Alternance a été repris par la mission interministérielle pour l'apprentissage, et donc sa finalité a été élargie à ce moment-là. Aujourd'hui, le service s'articule autour de 4 solutions qui servent l'objectif global de faciliter les entrées en apprentissage, qu'on va venir centraliser sur notre site et diffuser au maximum, grâce à des API et des widgets, l'offre de formation et d'emploi en alternance. On cherche aussi à faire émerger les besoins en recrutement grâce à un formulaire de dépôt d'offres simplifié et à l'algorithme, donc on détaillera juste après. On cherche aussi à outiller et accompagner les mises en relation entre les jeunes, les centres de formation et les entreprises. Et enfin, depuis quelques mois, on accompagne aussi les jeunes dans leur démarche plus globale de recherche d'alternance, d'accès aux aides, etc. Et voilà, donc la présentation du jour concerne vraiment ce sujet d'émergence des besoins en recrutement, et plus particulièrement la composante qui se concentre sur la mise en visibilité du marché caché de l'emploi, qui est la composante historique du service, grâce à de l'intelligence de données. Donc on parle ici d'un algorithme prédictif qui, en analysant différentes données, non plus uniquement les recrutements passés, en tout cas c'est ce sur quoi on travaille. Alexis le détaillera ensuite, mais on cherche à prédire les recrutements en alternance à venir des entreprises pour faciliter le ciblage des personnes qui sont en recherche d'une alternance. Parce qu'une fois que l'entreprise a calculé un potentiel de recrutement en alternance, sur la bonne alternance, on ne va afficher que les entreprises qui ont un fort potentiel pour faciliter le ciblage des jeunes notamment. Donc bien sûr, un algorithme peut se tromper. Je fais un petit disclaimer, hein. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'on cherche à l'améliorer en continu, parce qu'on sait qu'il est perfectible. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à tout moment, chaque entreprise qui est identifiée par l'algorithme et qui est mise en avant sur la bonne alternance peut être déréférencée sur demande de l'entreprise en question, et vice-versa. Une entreprise qui n'aurait pas été identifiée par l'algorithme, mais qui serait intéressée pour recevoir des candidatures spontanées, peut également nous demander à être référencée sur la bonne alternance, et on le fait instantanément. Et puis, bien sûr, les entreprises qui ont des besoins plus spécifiques en alternance peuvent utiliser notre dépôt d'offres simplifié, disponible du coup pour recevoir des candidatures plus qualifiées que des candidatures spontanées. Et donc, avant de passer la main à Alexis, qui entrera dans le vif du sujet, je tenais à expliquer les raisons aussi qui nous ont poussés à mener des travaux d'amélioration sur cet algorithme, ainsi que les grandes étapes qui ont suivi ces réflexions. Donc en 2020, lorsque la mission a repris le service La Bonne Alternance, on a souhaité analyser conjointement avec Pôle emploi la qualité des prédictions de l'algorithme historique, en comparant les prédictions passées de cet algorithme avec les recrutements passés réels. Et donc là, on s'est aperçu que des améliorations étaient possibles. Et pour mener à bien ces améliorations, en 2021, on a réalisé des partenariats avec des chercheurs de l'INRIA ainsi qu'Alexis, qui est un expert scientifique, qui nous ont permis d'identifier des axes d'amélioration techniques et prédictifs de cet algorithme. Et depuis, Alexis œuvre à la mise en place de ces améliorations, et nous avons pu, fin mars, déployer une première version améliorée de cet algorithme. Merci Marion. Pour parler de l'amélioration de l'algorithme, d'abord, comme le disait Marion, je voudrais saluer le travail des personnes qui nous permettent de faire cette mission d'expertise scientifique pour améliorer l'algorithme. S'il y a un travail d'amélioration possible, c'est qu'il y a eu un travail initial important là en l'occurrence. Donc les équipes de Pôle emploi qui ont mis en production le premier algorithme de prédiction du recrutement futur à partir du recrutement passé, et les équipes de sciences d'informatique de l'INRIA qui ont travaillé sur la comparaison de différents modèles algorithmiques pour optimiser
le premier algorithme de Pôle emploi. Ça nous a permis, nous, de nous concentrer sur les sujets que j'ai abordés, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore l'algorithme compte tenu de nos impératifs thématiques. Donc je peux demander à la régie de passer à la slide suivante, merci beaucoup. Donc les choses sur lesquelles on s'est focalisé, nous, c'est de faire en sorte que l'algorithme soit juste, c'est-à-dire qu'il mette en valeur toutes les entreprises, et en l'occurrence, selon qu'on s'est aperçu, c'est-à-dire qu'il mette en valeur euh, euh, de manière améliorée les petites et moyennes entreprises. Ensuite, et c'est très important pour nous que l'algorithme puisse mettre en évidence des recrutements pour tous les métiers pour lesquels les entreprises recrutent. J'aborderai ce sujet un peu plus tard. Et ensuite, on a pu travailler énormément sur l'élargissement des données analysées, comme Marion l'évoquait, pour ne plus uniquement prédire le recrutement futur à partir du recrutement passé, mais prendre en compte tout un tas d'autres critères. Et in fine, on a pu passer beaucoup de temps grâce à ça sur notre objectif final, qui est de ouvrir complètement le marché caché de l'emploi, c'est-à-dire prédire des recrutements pour des entreprises qui n'ont jamais recruté en alternance. Je rappelle vraiment l'objectif de cet algorithme, c'est tout simplement de donner un coup de pouce aux personnes qui n'ont pas le réseau pour contacter directement des entreprises qui recrutent sans émettre d'offres. Donc, l'idée, c'est d'identifier, grâce à des données publiques, des entreprises pour permettre à tout à chacun de formuler des candidatures spontanées. En ce qui concerne donc le premier sujet, c'est-à-dire l'amélioration de la prise en compte des PME, donc on a pu mettre ça en production, donc le rendre viable à partir du mois de mars de cette année. Vous pouvez passer à la slide suivante. L'idée était de se focaliser sur ce qui fait dans l'algorithme actuel que les grandes entreprises sont plus mises en avant que les petites entreprises. Pour ça, le meilleur exemple, pour simplifier l'explication, c'est d'utiliser d'utiliser la loi normale. C'est un concept en statistique très utilisé pour expliquer les phénomènes de répartition dans les grands nombres. Par exemple, on utilise ça pour savoir si un enfant est bien dans son développement intellectuel, est bien dans sa courbe de croissance. Si on dit mon enfant mesure 1 mètre, je peux pas savoir si 1 mètre c'est trop peu ou trop. Il faut que je le compare aux autres enfants de son âge, et donc, je peux savoir, grâce à la loi normale ou à la courbe de Gauss, si 1 mètre, c'est au milieu, donc là où, autour de la moyenne, ou si c'est à l'extrémité basse, c'est-à-dire extrêmement faible, marginalement faible, ou à l'extrémité haute, c'est-à-dire que mon enfant est très grand par rapport à son âge. Là, on observe, on peut expliquer les faiblesses de l'algorithme actuel avec le même phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin hier, dans l'algorithme produit, on avait, par exemple, pour la grande entreprise X, 100 recrutements prédits et la TPE Y, 5 recrutements prédits. Si on regardait la distribution des scores de l'algorithme historique telle quelle, on pouvait voir que la grande entreprise se trouvait pile poil dans la moyenne, et que donc elle était considérée comme parmi les 50%, à l'intérieur des 50% des entreprises qui recrutent le plus, alors que la TPE Y, elle se trouvait dans l'extrémité des scores faibles, et donc dans les 2,5% des entreprises qui recrutent le moins, et donc elle était considérée comme marginale. Donc, dans l'algorithme historique, les TPE étaient peu visibles. Ce que nous, on a mis en place,
c'est de prendre en compte la taille des entreprises et leur secteur d'activité pour relativiser le score et donc comparer les entreprises, toutes choses étant égales par ailleurs. Et donc, si on reprend notre exemple de l'entreprise X, la grande entreprise X qui a 100 recrutements prédits. Avant, on la considérait comme pile poil à la moyenne, mais maintenant, si on regarde, si on la compare à la moyenne des grandes entreprises, on voit que la moyenne, c'est 500 recrutements prédits pour les grandes entreprises. Et donc, là, c'est dans l'image de gauche, on se rend compte que 500, en fait, c'est pas énorme. Enfin, 100, pardon, 100 pour le score de notre entreprise, c'est pas du tout énorme, c'est dans l'extrémité faible. Et donc, notre entreprise, compte tenu de sa taille, elle recrute de manière marginale. Et si on prend en compte sa taille et son secteur d'activité, on se rend compte que la moyenne croisée de ces deux catégories, du NAF, par exemple, de l'industrie et de la catégorie des grandes entreprises, eh bien, c'est 200. Et là, on regarde que 200, eh ben, ça veut dire que notre entreprise correspond grosso modo 25% des entreprises qui recrutent le moins, mais elle est pas marginalisée pour autant. Et elle n'est pas dans les 50% des entreprises qui recrutent le plus non plus. Donc, ça nous permet de relativiser considérablement les scores qu'on attribue aux entreprises. Et c'est concrètement, sur la slide suivante, pour un petit exemple concret. Ah non, pardon. Je reprends pour, vous pouvez remettre la slide d'avant. Je vais reprendre pour la TPE-Y. C'est à peu près la même chose. On peut relativiser de la même manière pour son recrutement initialement prédit de 5 recrutements. On voit que si on prend la moyenne des TPE, eh bien, en fait, c'est une entreprise qui recrute relativement beaucoup. Et si on croise le NAF, industrie et TPE, on voit une moyenne de 1,5 recrutement. Et donc 5, c'est énorme. Et donc pareil, si on compare les entreprises, nos deux entreprises à leur catégorie, à des catégories pertinentes, toutes choses étant égales par ailleurs, alors la grande entreprise X, elle recrute pas tant que ça, et la TPE-Y, elle recrute vraiment beaucoup. Et donc, si avant, avec l'algorithme historique, on aurait caché la TPE-Y parce qu'elle était dans la queue de peloton, aujourd'hui, on va l'afficher, alors que l'entreprise X, la grande entreprise X, on ne va pas forcément l'afficher puisqu'elle fait partie plutôt de la moyenne basse. Et donc aujourd'hui, en mars 2023, quand on a lancé cette version de l'algorithme, cette correction de l'algorithme, on a observé 99% de PME affichés sur le site, ce qui ne va pas forcément arriver tous les mois, parce qu'on a mis en place des règles dynamiques qui comparent les entreprises à leur catégorie. Donc, si les entreprises recrutent peu par rapport à leur catégorie, elles seront pas mises en avant. Et alors que si on avait appliqué les règles de l'ancien algorithme, ce mois-ci, on n'aurait eu que 53% de PME, ce qui pour le coup est relativement faible quand on considère que les PME sont la majorité des entreprises en France et que c'est la majorité, c'est l'essentiel du marché invisible du recrutement aussi. Ensuite, deuxième sujet qui est très important pour nous, c'est d'associer les entreprises au bon métier. Je m'explique tout de suite. Pour la grande entreprise X, donc, sur la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour la grande entreprise X, c'est bien de savoir qu'on a 100 recrutements prédits, mais concrètement, comme Marion l'a expliqué tout à l'heure, nous, ce qu'on affiche sur la bonne alternance, c'est des suggestions de candidatures spontanées. Et on ne fait pas une candidature sans, un CV et on fait pas un CV sans un métier. Donc, ce qu'il nous faut, c'est mettre en évidence des métiers, associer les entreprises à des métiers. Donc, si on prend un exemple complètement fictif pour une entreprise qui travaillerait dans l'aérospatial, pour un astronaute, on aurait
50 techniciens et 49 fonctions support pour 100 recrutements. Donc fonction support, management, comptabilité, RH, etc. Et donc, il ne faut pas qu'on associe l'entreprise aérospatiale à le métier, au métier d'astronaute uniquement, parce que sinon, on va générer des vagues de candidatures de postulants astronautes, alors que cette entreprise, pour 100 recrutements qu'on a prédit, elle ne va en recruter qu'un seul. Concrètement, sur le site de la bonne alternance, sur la slide suivante, vous allez voir que ce qu'on affiche, c'est des suggestions géolocalisées à partir du lieu où se trouve l'entreprise pour des métiers précis. Donc là, par exemple, j'ai fait une recherche avec génie industriel, 30 km autour de Paris, et je vais avoir des propositions donc géolocalisées. Donc, ce qu'il faut qu'on affiche, c'est des entreprises c'est des entreprises sur tout le territoire qui recrutent pour ce métier-là, mais dans tous les secteurs d'activité qui sont concernés par ce métier et de toutes les tailles d'entreprise. Par exemple, le meilleur exemple, c'est le métier de comptable ou de RH. Il ne faut pas uniquement qu'il y ait des entreprises du secteur d'activité, d'un secteur d'activité tertiaire, parce que il y a toutes les entreprises recrutent des comptables ou des personnes en ressources humaines. C'est la tâche qu'on a qu'on a terminée pareil en mars 2023 et qui est maintenant en production et que vous pouvez voir sur le site de la bonne alternance. Ensuite, et, et c'est notre plus gros chantier, je dirais, en termes de durée, puisque vous allez voir que c'est des tâches assez coûteuses. On a entrepris d'élargir les données prises en compte par l'algorithme. Donc, si je les liste une par une, initialement, dans l'algorithme, on avait les données de Pôle emploi qui sont les données de déclaration préalable à l'embauche. À chaque fois, je vais utiliser les termes de couverture et de profondeur. Couverture, c'est de quelle quantité de données on dispose par rapport à l'ensemble des données disponibles. Donc, si je vous dis nom, prénom, si j'ai la couverture maximale, c'est j'ai les noms, prénoms de tous les Français. Et si j'ai une très faible couverture, c'est j'ai le nom prénom de 10 Français qui habitent autour de chez moi. Et la profondeur, c'est la quantité de données, la précision de ces données. Et donc une profondeur très élevée, c'est pour ces Français dont je connais le nom et le prénom. Je vais aussi avoir, je sais pas, leur genre, leur poids, leur, euh, leur vote aux dernières élections, leur adresse précise, leur numéro de sécurité sociale, pourquoi pas, et une profondeur faible, c'est je vais juste avoir un nom, prénom. Donc, je reprends avec nos données. Pour la déclaration préalable à l'embauche, c'est une obligation légale après, par exemple, un entretien de recrutement qui s'est bien passé, de déclarer qu'on va embaucher la personne qu'on a rencontrée. Par contre, ça n'oblige pas à recruter effectivement la personne. On considère nous que il y a une très bonne couverture parce que c'est une obligation légale et c'est Pôle emploi qui recueille et traite la donnée dans l'algorithme historique, mais une profondeur faible. Parce que la précision est assez réduite puisque on n'est pas obligé de recruter une personne pour laquelle on a fait une déclaration préalable à l'embauche. Il y a des entreprises qui font des déclarations préalables à l'embauche pour tous les entretiens qu'elles font. Et au final, elles recrutent une personne sur les 15 entretiens, on va dire. Et donc la qualité de la donnée, la précision de la donnée est assez faible. En ce qui concerne les autres données que peut traiter Pôle emploi, vous pourrez repasser à la slide juste avant, s'il vous plaît. On a aussi la déclaration sociale, la DSN, mais uniquement des personnes inscrites chez Pôle emploi. La déclaration sociale nominative, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une obligation légale, cette fois-ci comptable,
de déclarer les salaires, les primes, les arrêts maladie, etc. Enfin, c'est une obligation légale pour chaque entreprise chaque mois. Pour Pôle emploi, qui traite une partie de ces données dans l'algorithme, la couverture est faible compte tenu de notre sujet, puisque Pôle emploi ne traite que les DSN, déclarations sociales nominatives, des personnes inscrites chez Pôle emploi, au moins inscrites une fois chez Pôle emploi. Nous, on traite l'alternance, qui est un sujet qui concerne énormément de personnes qui vont avoir leur premier emploi, donc prédire des recrutements à partir de ça, à partir de données qui ne concernent que des personnes qui ont été inscrites au moins une fois chez Pôle emploi, donc qui n'en sont pas a priori à leur première recherche d'emploi. Ça a une pertinence limitée. Par contre, la profondeur de cette donnée est très élevée, puisque pour la déclaration sociale nominative, je vous ai listé 0,5% des données disponibles, mais vous pouvez vous renseigner sur Internet. C'est une source de données très, très dense, très, très protégée aussi. Ensuite, donc à partir de ces données-là, on a essayé ça c'est les données de base, les données de Pôle emploi, nous on a essayé de les enrichir. Les premières données qu'on a observées comme étant apportant significativement de l'information à l'algorithme, ce sont les données comptables, parce que la recherche sur l'investissement dans les compétences, c'est comme ça qu'est considérée l'alternance dans la recherche sur le marché de l'emploi. C'est de l'investissement dans les compétences, puisque c'est de la main-d'œuvre moins chère, mais que je dois former, pour laquelle j'ai un enjeu de rétention, puisque comme je l'ai formé, il faut qu'ensuite la personne reste dans l'entreprise. Donc c'est considéré par la communauté scientifique comme un investissement dans les compétences. Et la communauté scientifique identifie les capacités financières des entreprises comme facteur clé dans l'investissement dans les compétences. Donc nous, pour aller chercher de la donnée publique disponible sur l'investissement, sur les données financières, on est allé chercher les bilans comptables publics publiés par l'INPI. C'est la donnée, par exemple, que vous voyez sur les sites comme société.com ou Papers, quand vous avez accès aux chiffres des grandes entreprises. Il y a un petit biais, effectivement, on voit beaucoup de grandes entreprises euh, puisque par exemple, les entreprises cotées en bourse ont l'obligation de publier leurs résultats. Donc, c'est plus facile d'avoir de la donnée pour des entreprises qui sont obligées que pour des entreprises pour lesquelles c'est facultatif. Donc, on a une couverture qu'on considère comme faible, mais la profondeur est très élevée puisque c'est une publication de l'ensemble du contenu des bilans comptables. Donc, on n'a pas uniquement le chiffre d'affaires et le résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges. On a aussi les investissements, on a aussi la vétusté des 10 investissements, c'est-à-dire à quel point les machines achetées par l'entreprise sont vieilles, à quel point elles doivent être renouvelées. On a l'endettement, on a énormément de chiffres dans cette source de données, donc c'est très profond. Troisième source de données, mais deuxième source d'élargissement de données pour nous, qui est la plus importante, c'est d'améliorer le taux de couverture de la donnée déclaration sociale nominative. Donc pour ça, et pour que ça reste de la donnée non sensible, on a fait un partenariat avec le GIP MDS, Modernisation des déclarations sociales, qui est l'opérateur de cette donnée, qui réalise des comptages en interne sur les recrutements effectués par les entreprises en fonction des types de contrats. Donc ça nous permet d'avoir une couverture totale sur les nouveaux contrats de travail et donc de prédire avec beaucoup plus de pertinence le recrutement futur à partir de recrutement passé et beaucoup plus de pertinence thématique, c'est-à-dire compte tenu de notre enjeu de prédire de l'alternance. Et enfin, je dis enfin, mais on pourra aborder les autres pistes qu'on a explorées si ça vous intéresse dans des questions plus tard. On a utilisé la base Sirène, qui est une base de données produite par l'INSEE qui reconstitue l'historique complet des créations d'entreprises et des liens entre sièges et établissements, donc en gros maison mère et entreprises.
Et donc, c'est une couverture qui est totale, puisque encore une fois, c'est la déclaration, la publication de la création de l'entreprise, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est une profondeur qui est faible pour nous, puisque ça nous permet uniquement de faire deux choses, mais qui sont importantes, c'est-à-dire premièrement de savoir si une entreprise est réellement nouvelle. Avant, dans l'algorithme historique, on ne pouvait pas différencier une entreprise créée en 2022 ou 2023 euh, sortie de nulle part et une entreprise créée la même année, mais qui est une filiale d'une plus grosse entreprise. Avec la base sirène, euh, on peut faire ça. Et donc, ce que nous permettent de faire toutes ces sources de données, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît, c'est in fine, non seulement élargir, élargir, en fait, c'est un moyen pour nous d'atteindre notre objectif final, c'est-à-dire de produire un nouvel algorithme qui a par-dessus l'algorithme historique pour prédire des recrutements pour des entreprises qui n'ont jamais recruté en alternance. Parce que quand on prédit le recrutement passé à partir du recrutement futur à partir du recrutement passé et qu'on regarde les caractéristiques des entreprises qui ont un recrutement futur prédit important, on peut reporter ces caractéristiques en termes de chiffres, en termes de recrutement hors alternance, en termes de récence, en termes de domiciliation, etc. Et regrouper toutes les caractéristiques vraisemblables d'une entreprise qui a de bonnes chances de recruter en alternance alors qu'elle ne l'a jamais fait. Et là, on est dans la promotion pure de l'alternance. Et c'est un énorme enjeu pour nous. La dernière chose qui est très importante avec les données, c'est de mesurer l'impact de l'algorithme, c'est-à-dire son efficacité. Et donc, vous pouvez directement passer à la slide suivante. Et ça se fait aussi par des échanges de données. C'est que nous, la bonne alternance, euh, avec le trafic de notre site, on passe de manière anonymisée par le gestionnaire des déclarations sociales nominatives pour voir si notre service crée effectivement des contrats de travail. Parce que c'est bien de savoir qu'on propose des candidatures spontanées, mais c'est mieux de savoir s'il y a vraiment de la création de contrats de travail. Et donc ça, on est très content de pouvoir le mettre en production, le mettre en ligne, enfin, le commencer plutôt à partir du mois de juin, parce que c'est assez inédit comme mesure d'impact direct. On sera enfin, on sera les premiers à publier les chiffres de ces des contrats de travail effectivement pourvus grâce à l'exposition de ce marché caché de l'emploi. C'est terminé pour la présentation. Maintenant, on va prendre les questions. J'ai une première question, donc j'allais dire à voix haute. Est-ce que dans la correction de l'algorithme, on prend en compte le fait que dans la zone géographique de la TPE ou de la grande entreprise, il y a beaucoup ou peu de recrutement potentiel, ce qui peut donner un score plus élevé à une TPE qui recruterait 5 alternants? Alors, on a essayé très fort de faire ça, mais c'est très compliqué de le mettre en live parce qu'on a des problèmes de taux de couverture. Parce que c'est assez simple d'avoir des données sur les bassins d'emploi, mais d'avoir les données sur les bassins d'emploi sont proposées à une maille très large. C'est au mieux sur des secteurs d'activité. Et donc, on perd en précision d'information très très vite parce que nous, on fait des prédictions au niveau des entreprises elles-mêmes nominativement, enfin avec leur numéro de tirette. Et donc c'est assez difficile de faire ça. On a aussi essayé de faire ça avec la densité de population autour des établissements, c'est-à-dire que pour faire ça avec des données publiques, on a l'agglomération de Strasbourg qui est un très bon élève, qui publie énormément de données publiques. On est allé voir la densité de population en prenant de manière indirecte, en regardant tous la fréquentation des bureaux de vote
puisque les bureaux de vote sont par quartier dans les grandes agglomérations. Donc, on a regardé la fréquentation des bureaux de vote de l'agglomération de Strasbourg. On a regardé euh, 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 comment les entreprises se positionnaient en termes de distance par rapport à ces bureaux de vote. Et on a essayé de prendre la fréquentation des bureaux de vote comme une mesure indirecte de la densité de population autour d'une entreprise pour pouvoir prendre en compte la mobilité des individus. C'est parce que c'est un élément important. Une entreprise qui a beaucoup de recrutement prédit, mais euh, qui, euh, qui est très très difficile euh, d'accès en termes de mobilité, va pas recueillir beaucoup de candidatures. Mais on a pu faire ça qu'avec l'agglomération de Strasbourg. Ça n'a pas été réplicable, donc on n'est pas allé plus loin. Mais c'est une bonne question et c'est quelqu'un qui, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Pour une deuxième question, si on a déjà des résultats suite à la mise en place de cet algorithme, Ouais. euh, dis On a Marianne. fait, donc ça fait depuis fin mars, en fait, qu'on a déployé, la nouvelle version dont vous parlez, Alexis, et on a, du coup, à peu près un mois après, mais ça reste tôt pour faire une étude, sur des recrutements. On a analysé voilà si ça avait eu un impact sur le volume déjà de candidatures, la répartition de ces candidatures par candidat, par entreprise, etc. Ce qu'on observe, c'est que on a une légère amélioration du taux de réponse positive des recruteurs, puisque les recruteurs peuvent répondre directement via notre outil, même si on sait que en cas de réponse positive, souvent les recruteurs ils décrochent leur téléphone et finalement on a du mal à le traquer. Mais déjà, on a noté quand même sur ce contrat une amélioration légère, mais quand même du taux de réponse positive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on s'est rendu compte que voilà, on avait une plus grande proportion d'entreprises qui avaient reçu beaucoup de candidatures. Et donc, ça nous a donné, on va dire, une idée d'amélioration sur laquelle on va travailler suite aux travaux d'intégration des données du GIP MDS dont parlait Alexis, qui sera de dire, on va essayer euh, de faire, on va dire, un roulement dans les entreprises qui sont affichées pour qu'une entreprise, à partir du moment où elle a reçu X candidatures, auxquelles en plus elle aurait pas répondu ou répondu que négativement, eh bien on se dit bon bah, peut-être que voilà ça veut dire que finalement elle a pas tant de besoins et donc on va privilégier l'affichage d'autres entreprises qui avaient un score prédit par l'entreprise, par le recrutement, par l'algorithme, pardon, peut-être un peu plus faible, euh, mais euh, mais on va lui donner sa chance aussi parce que on remarque que voilà, à l'usage avec les candidatures reçues, c'est quelque chose qui peut venir nourrir l'algorithme aussi. Et ça, c'est une idée qu'on a eue en analysant voilà, les résultats de cette première version, première nouvelle version d'algorithme. Peut-être pour compléter euh, sur la réponse qu'a apportée Abdelhad à l'écrit pour cette question, c'est-à-dire d'où viennent les données sur le recrutement des entreprises. Donc, dans l'algorithme historique pour Pôle emploi, c'est des données qui viennent donc de la déclaration préalable à l'embauche, l'obligation légale de déclarer qu'on va embaucher quelqu'un comme je l'abordais tout à l'heure, et des données de la base qui s'appelle DECA, qui est une base des recrutements effectifs en alternance, qui en fait est un morceau de la déclaration sociale nominative filtré sur les contrats d'alternance. Donc, grosso modo, de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration sociale nominative. Et autre élément qui nous intéresse pour la suite, c'est que si vous vous rendez sur le site de la Bonne Alternance, vous verrez qu'il y a un espace recruteur et donc il y a des offres de recrutement en alternance qui représentent aussi une source de données.
Et donc, dès qu'on pourra se le permettre, on ajoutera ces données-là à l'algorithme pour prendre aussi les offres d'emploi en alternance en compte. Et donc, ouais, je laisse Marion répondre à cette question. Alors, est-ce qu'une TPE peut nous adresser directement ses prévisions de recrutement d'apprentis? Oui, par différents moyens. Donc en dehors des sources de données, évoquées par Alexis, toute entreprise peut nous contacter, hein, via, enfin voilà, notre boîte mail support pour nous indiquer explicitement qu'elle compte recruter, des personnes. Alors soit elle a des besoins en recrutement spécifiques sur des métiers, précis. Là, on l'invite plutôt à s'orienter vers notre service de dépôt d'offres où elle va pouvoir, voilà, expliquer son besoin et avoir des candidatures, bon, bah, déjà qui correspondent à ses besoins précis. Et sinon, on a le cas parfois d'entreprises qui enfin, sont intéressées pour recevoir des candidatures spontanées parce que être affiché sur la banne alternance, ça permet d'avoir un flux plus ou moins continu de candidatures, puisque voilà, il y a quand même nos données sont exposées sur Parcoursup, Affelnet, Un Jeune Solution, etc. Et donc, on a des entreprises qui nous demandent à être affichées sur le volet candidature spontanée. Donc, c'est-à-dire que on affiche uniquement des informations assez haut niveau sur l'entreprise, sans détailler de besoins sur des métiers précis. Et c'est l'entreprise ensuite qui fait le filtre. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible. Pour rebondir sur les sources de données, j'en profite aussi pour saluer la DARES, donc la Direction d'animation de la recherche, des études et des statistiques, qui, de manière plus long terme, participe aussi à cet effort de meilleure compréhension du recrutement en alternance, puisque la DARES produit une étude enquête formation emploi, l'enquête EFE, qui est envoyée à 10 000 entreprises chaque année, qui est une enquête importante sur le financement de la formation, le déroulement de la formation, etc., dans laquelle on a pu ajouter des champs, qui nous ont laissé ajouter des champs de questions pour mieux comprendre le financement de l'alternance sur des questions auxquelles on pourra jamais répondre avec des données, des éléments très précieux du type qui relèvent de la formation du responsable de l'alternant en entreprise, le coût de cette formation, la perte, entre guillemets, la perte en productivité du responsable de formation en entreprise, comment ça est pris en charge, et beaucoup d'autres données comme ça. Donc c'est un questionnaire, c'est pas facile à intégrer à un algorithme de ce type-là, et surtout ça prend plus de temps, mais c'est un autre chantier qu'on a mené qui est assez. Et effectivement, là, on vous a présenté avec Alexis les travaux à propos desquels déjà on a mûrement réfléchi et sur lesquels on est en train de travailler, mais on a des perspectives d'autres travaux à venir. Donc, j'évoquais tout à l'heure le fait de interpréter, on va dire, le nombre de candidatures reçues par un recruteur identifié par l'algorithme comme un facteur handicapant, entre guillemets, pour assurer un roulement des entreprises. On a aussi donc l'intégration des données du GIP MDS qui vont vraiment nous aider à augmenter la couverture des prédictions, puisque aujourd'hui, l'algorithme qui se focalise sur les recrutements passés est aveugle sur les entreprises qui n'ont jamais recruté. Et ensuite, on
on voudrait avancer aussi sur différents éléments, mais c'est, on va dire, on fonctionne, c'est comme le cycle de travail un petit peu qu'on évoquait en début de live, mais c'est à chaque fois, on étudie une piste de solution. Donc là, quand on travaille sur de l'intelligence de données, l'étude, elle est importante quand même, et elle est un petit peu plus poussée que sur des fonctionnalités purement d'affichage, on va dire, d'interface qu'on peut avoir par ailleurs sur le site. Et là, donc Alexis fait une étude relativement approfondie avec voilà, différents calculs mathématiques qui nous permettent d'avoir une première idée sur la pertinence prédictive que pourraient avoir certaines données. Et ensuite, quand on a une certaine confiance mathématique, on cherche à ajouter cette donnée ou cette méthode de calcul dans le modèle. Et donc là, il y a différents travaux sur le regroupement des entreprises par caractéristiques grâce aux nouvelles données qu'on va avoir. Et donc ça, il y a des premières pistes qu'Alexis a déjà envisagées, mais ça, c'est plus on va avoir des données entre les mains, plus on va être à même d'identifier des nouveaux clusters et à chaque fois, enfin des nouveaux regroupements possibles. Et à chaque fois, donc on déploie une nouvelle version d'algorithme, on analyse différentes métriques, donc notamment celles que j'ai évoquées tout à l'heure, le volume de candidatures globales, la répartition par entreprise, par bassin d'emploi, l'impact sur le taux de réponse, le taux de type de réponse positive, notamment des recruteurs, et cetera. Et donc ça, ce sont des indicateurs pour nous dire si l'algorithme a plutôt visé juste ou non. Après, on cherche à mesurer aussi l'impact final sur les recrutements, parce que les taux de réponse des recruteurs, comme je le disais, on n'en mesure qu'une partie, parce qu'il y a une partie qui se fait en dehors de nos outils. Mais ça, l'impact final sur les recrutements, c'est quelque chose qu'on ne peut mesurer qu'à 2, 3, voire 6 mois parfois, parce que voilà, les recrutements se font pas de manière instantanée. Il y a quand même des processus plus ou moins longs en fonction des entreprises. Mais tout ça, c'est des améliorations qu'on fera au fur et à mesure du temps. Et aussi, en fait, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est des boucles d'apprentissage, voilà, parce que comme on a un certain volume de candidatures qui sont faites sur la bonne alternance, l'année dernière, c'était près de 400 000 500 000 candidatures qui étaient faites sur le site. Ça donne quand même un certain volume qui peut être interprété en analyse de données, on va dire statistiques. Et donc ça vient aussi nourrir l'algorithme. Et voilà, petit à petit, en fait, plus on avance, plus on a des nouvelles idées. Et d'ailleurs, le fait de faire ce type de live où vous nous posez des questions, où vous pouvez nous suggérer des idées en fait d'amélioration, il y a ces questions aussi. C'est très intéressant pour nous. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on cherche à partager ce qu'on fait, parce que c'est une manière pour nous d'avoir aussi des nouvelles idées qui peuvent venir nourrir ces travaux. Et le replay d'ailleurs, enfin le live qu'on est en train de faire sera disponible en replay. Donc vous pouvez continuer de poser vos questions maintenant ou plus tard. Vous pourrez les poser quand vous regarderez ce live en replay. Voilà, je m'adresse aux personnes qui le regarderont dans le futur. Mais nous, on regardera le fil LinkedIn et on continuera de répondre aux questions qui arriveront. Peut-être pour compléter sur la question pour laquelle il y a eu la question de la géographie, lequel la personne qui a posé la question a posé une autre question que j'essaie de retrouver. C'est-à-dire en gros prendre en compte le, le, non seulement les facteurs géographiques, mais la densité de recrutement dans une zone géographique. Il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. C'est que dans la deuxième version de l'algorithme qu'on produit, on alimente l'algorithme avec le code postal de l'entreprise. Donc, c'est pris en compte, mais c'est pour l'instant pas une variable qui est ressortie de manière significative. Peut-être
simplement par rapport aux autres variables qui sont sources de variations importantes, au contexte de l'alternance qui est un recrutement qui se fait par vague. On a eu beaucoup de sujets d'amélioration là-dessus avec nos autres partenaires. C'est que quand on essaye de prédire le recrutement normal, on peut faire des algorithmes, par exemple, de séries temporelles qui prennent en compte les variations dans le temps pour prédire les futures périodes. Avec l'alternance où il y a 2 grosses vagues dans l'année, c'est beaucoup moins pertinent. Et donc, c'est peut-être à cause de ce pattern-là, de ce schéma-là que le département juste indiqué en tant qu'information dans l'algorithme, pour l'instant ne ressort pas de manière significative. Pour autant, on pourrait, comme j'ai abordé le sujet de la normalisation avec la, la taille de l'entreprise ou avec son secteur d'activité, on pourrait opérer une normalisation par département, c'est-à-dire de, du nombre de recrutements prédits, compte tenu du nombre de recrutements prédits pour une entreprise de la même taille, du même secteur d'activité, dans le même département. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place, simplement, je dirais, par pure priorisation. Mais c'est effectivement une piste qui est intéressante et qu'on garde en tête. Elle a eu moins de succès pour l'instant que notre besoin de couverture, c'est-à-dire d'avoir sur notre site tout simplement une quantité d'entreprises assez homogène sur le territoire et surtout de proposer des métiers pertinents. Qui est assez sensible au sens où ça bouge rapidement quand on met en place d'autres facteurs de prédiction. Mmh. Et toujours sur la géographie un peu, mais la mobilité cette fois-ci, je vois le dernier commentaire de Laurence. C'est la problématique de la mobilité et de l'accessibilité de l'entreprise est effectivement une véritable question pour l'apprenti, ainsi que la distance école-entreprise. Et ça, c'est effectivement une intuition qu'on avait aussi, qu'on a essayé de creuser grâce à des données publiques sur les transports en commun. En fait, l'intuition qu'on se disait, c'était une entreprise qui est très accessible en transport en commun. Potentiellement, elle recrute plus d'apprentis parce que voilà, ce sont des personnes qui sont peu mobiles ou qui se déplacent beaucoup en transport en commun. Et on a fait une expérimentation sur la ville de Strasbourg parce que c'est une ville qui a beaucoup de données en open data qui sont bien structurées. En plus, c'est vraiment un plaisir du coup quand on fait des expérimentations comme ça. Et finalement, on n'a pas trouvé de corrélation statistique. Donc on a mis de côté cette piste, mais peut-être qu'elle reviendra. La difficulté, c'est aussi, de venir agréger toutes ces données-là en plus. C'est pour ça qu'à chaque fois, on commence par expérimenter sur des territoires restreints. Mais en tout cas, on partageait cette intuition qu'on n'a pas réussi à valider avec des données. Mais voilà, peut-être qu'un jour, on retravaillera là-dessus parce que parfois il y a des sujets, sur lesquels on commence à travailler et puis finalement, des expérimentations, montrent qu'il y a pas forcément un fort impact. Donc on continue de travailler sur des sujets, pour lesquels on est certain qu'il y a un fort impact et après, quand on a avancé et qu'on a plus le temps de faire des améliorations, plus détaillées, on va dire, on peut revenir sur des premiers sujets sur lesquels on a déjà travaillé. Ensuite, il y avait pardon, Alexis, Non, vas-y. non, simplement, ça m'a fait penser sur ce sujet-là, qui est connecté avec nos autres préoccupations, c'est que on a d'autres éléments avec nos collaborations avec les autres produits de la mission apprentissage, qui montrent qu'en fait il y a énormément des parts de la difficulté à expliquer ce phénomène de distance qui vient du fait que énormément de jeunes qui cherchent des formations en alternance dans des lycées professionnels, enfin pardon, avec des établissements qui sont proches de l'établissement dans lequel ils sont
avant de chercher leur alternance, fait que on est sur de la géolocalisation à la ville, au kilomètre près, à l'établissement près. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement prendre en compte la distance école, enfin, domicile entreprise, mais prendre ni la distance école entreprise, mais prendre la distance ancienne école, nouvelle école en compte pour, pour prédire les mouvements des jeunes. Et donc, ça rejoint le propos de Marion sur le fait que c'est un sujet qui, finalement, est plus complexe qu'il n'a d'impact à court terme, en tout cas. On avait une question aussi. Comment communiquez-vous sur cet outil auprès des candidats à l'apprentissage et proposez-vous des partenariats particuliers avec les CFA? Donc oui, on est en lien quotidien avec des centres de formation, des réseaux de centres de formation, etc. On référence d'ailleurs l'intégralité de l'offre de formation sur notre site, l'offre de formation qui est déclarée et collectée déclarée au sein des Carrefour-F et collectée nationalement par le réseau des Carrefour-F, qui est du coup notre fournisseur de données sur la partie formation. Et sur les candidats, on a une logique de se dire, on essaye pas forcément d'attirer les candidats sur notre site, mais vraiment d'être visible sur leur parcours, sur où ils ont l'habitude d'aller pour ne pas les perturber, on va dire, dans leurs démarches qui sont déjà complexes. Et c'est pour ça qu'on est présent sur Parcoursup, qui est donc le site d'orientation post-bac, Affelnet, le site d'orientation pour les formations avant bac, Un jeune, une solution, on est sur l'ONICEP, etc. En plus de ça, on essaye de faire des communications, on peut faire des campagnes mail, on est présent parfois sur des salons, etc. On est en lien aussi avec des missions locales et on est particulièrement attaché à les différents acteurs territoriaux qui sont au plus près des jeunes et dans l'orientation. Notamment parce qu'en plus, la directrice de la mission actuelle pour l'apprentissage travaillait avant dans les missions locales. Mais oui, on est vraiment en lien avec une multitude d'acteurs territoriaux et tout le monde peut prendre contact avec nous. Et vraiment, plus on est, de toute façon à une maille territoriale, et on travaille à différentes mailles, hein, mais du coup des nationales, régionales, départementales et très territoriales. Donc ça va dépendre des opportunités qu'on a, des partenariats qu'on a déjà, mais on a un business développeur dans l'équipe qui œuvre justement à maintenir ces partenariats. Et donc si vous souhaitez être en contact avec nous, ou si vous pensez que certains acteurs devraient être en contact avec nous, on est tout à fait ouvert à ça. Et si vous voulez prendre contact avec nous de manière privée ou dans le chat LinkedIn, tout est possible. Voilà. On arrive à 59 minutes et 10 secondes, je vois, sur le live d'1 heure, donc on va sans doute conclure. Donc avec Alexis, en tout cas, c'était, je pense, agréable pour nous de vous présenter un petit peu ces travaux-là, parce que même s'ils ont été déployés récemment, finalement, c'est un travail qui dure depuis quand même un moment. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir vos retours sur cette présentation, parce que s'il y a des incompréhensions, l'objectif, c'est que l'algorithme soit vraiment transparent. C'est pour ça aussi qu'on fait ce live, parce qu'on est service public et voilà, on veut que tout soit ouvert et transparent. Et voilà, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Et si vous voulez continuer de poser vos questions, on y répondra.